Une illustration aussi à propos de la pêche quand même, parce qu'on a des poissons qui sont pêchés aujourd'hui, qui sont des poissons un peu particuliers, des poissons qui sont des poissons d'eau profonde, qu'on va chercher dans les grands fonds océaniques, parce que les eaux de surface sont souvent un peu tellement sollicitées qu'elles commencent effectivement à montrer des signes évidents de fatigue pour certains stocks de poissons. Et on a des eaux profondes donc qui sont aujourd'hui exploitées, et on est sur des stocks de poissons qui sont extrêmement fragiles, parce que la vie dans le grand fond océanique se déroule très lentement. Je vous présente par exemple l'empereur. Vous connaissez l'empereur, vous avez peut-être déjà consommé du filet d'empereur. Alors généralement, on se débrouille pour lui couper la tête, hein, parce que sinon, vous auriez ça sur l'étal. Je ne pense pas que la population en mangerait beaucoup. L'empereur, longévité moyenne, 150 ans. 150 ans. Un poisson qui vit 150 ans. Vous imaginez quand vous mangez du filet d'empereur. Fécondité à partir de 20 ans. C'est énorme. Tout se passe lentement dans les grands fonds océaniques. Et puis alors, ils ont des tronches à faire peur, bah évidemment, c'est dans le noir le plus complet, donc c'est Halloween tous les jours hein, dans les grands fonds océaniques. Hein. Voici le grenadier. Longévité 60 ans. Grenadier, sympathique hein, comme petit nom. Autrefois, ça s'appelait le poisson à queue de rat. Oui, pareil, sur l'étal d'un poissonnier, ça ne va pas forcément se vendre très, très efficacement. Fécondité 14 ans. Imaginez-vous quand on tape dans ces stocks de pêche, il ne faut pas y revenir avant au moins une trentaine ou une quarantaine d'années, parce que les stocks sont durablement altérés. Or, aujourd'hui, pêcher et consommer ces poissons participe directement à l'effondrement des stocks de pêche. Et cette biodiversité, quand on parle de santé, quand on parle de capacité à trouver des produits, des denrées alimentaires, indispensables aussi pour notre santé, bien évidemment, de se nourrir, il va falloir faire très attention à préserver ces stocks de pêche. Je vous signale là aussi un label intéressant pour les consommateurs, le label MSC, le Marine Stewardship Council, qui est un conseil de bonne gestion marine, qui vous garantit normalement que le poisson ainsi labellisé, que ce soit sur du frais, que ce soit sur du surgelé, des poissons en boîte, vous avez des ressources en poissons qui ont été épargnées. Ce sont des populations de poissons qui ne sont pas menacées dans les zones de pêche dans lesquelles on les a pêchés, en tenant compte aussi des périodes de reproduction, ce qui est quand même le minimum. On ne va pas pêcher les poissons n'importe quand. Les chasseurs ne tuent pas le gibier n'importe quand. Ben, c'est pareil, on devrait faire pareil pour le poisson bien souvent. Alors, à signaler là aussi qu'il y a un label qui est très discutable, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est d'ailleurs même carrément, à mon avis, mensonger. Donc, qui ressemble étrangement à celui-ci, pour lequel il faut donc faire attention. Alors, on parle beaucoup des oméga 3 quand on parle de santé. On nous dit qu'il faut manger des oméga 3 parce que c'est très bon pour le système cardiovasculaire, pour notre cerveau, etc. Il suffit de faire une addition, enfin une multiplication assez simple. Si chaque Français moyen, si chaque habitant des pays riches, on va dire en gros 1 milliard d'habitants sur la planète, se mettait à consommer au moins 2 à 3 fois par semaine des quantités de poissons telles que recommandées par les pouvoirs publics, on serait contraint de dire aux populations des pays en voie de développement, vous arrêtez de pêcher, hein, c'est pour nous. Parce qu'on ne peut pas tous, hein, il n'y a pas de place pour tout le monde sur les océans. C'est complètement invraisemblable, bien évidemment. Donc, il va falloir essayer aussi peut-être de trouver des oméga 3 ailleurs que dans les poissons. Poissons qui ont longtemps été, vous savez, le steak du pauvre. Hein, quand on parle effectivement de la morue, hein, du cabillaud. Le cabillaud, quand on regardait le prix du cabillaud il y a 30 ans, c'était, voilà, tout le monde pouvait se permettre. Quand on regarde aujourd'hui le prix du cabillaud, on se dit que quand même, hein, d'ailleurs le cabillaud de l'Atlantique, il est quand même sérieusement altéré. Maintenant, on va chercher le cabillaud du Pacifique. Alors évidemment, il doit quand même parcourir quelques milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à notre casserole. On peut, et on doit, rechercher les oméga 3 ailleurs que dans ces populations de poissons et arrêter cette pression trop forte sur les stocks de pêche. Je vous signale simplement qu'on peut trouver des oméga 3 dans toute une série d'huiles végétales qui ont l'intérêt, en plus de coûter beaucoup moins cher, et de ne pas vous apporter certains toxiques, en plus, qu'on peut trouver dans les populations de poissons. Parce que les populations de poissons, notamment les super prédateurs, se retrouvant en haut des chaînes alimentaires, peuvent concentrer certains types de toxiques. Voilà, prendre de l'huile de colza pour mettre dans sa salade, du lin, des graines de lin, par exemple, aussi dans sa salade, qui est excellent, sont autant de solutions pour trouver des oméga 3 sans recourir pour autant aux stocks de pêche. Je vous signale aussi à propos des stocks de pêche un document très intéressant. Je l'ai laissé sur le stand aussi là, de Quetigny Environnement. Choisissez le bon thon. Hein. C'est un document qui a été fait par l'association Greenpeace et qui présente toute une série de distributeurs et qui marque quelles sont les techniques de pêche utilisées, est-ce qu'elles préservent la ressource ou pas forcément ou pas du tout.
Les critères espèces, est-ce qu'on choisit les espèces pêchées qu'on met en boîte? C'est pour le thon en boîte uniquement ici. Hein. Est-ce qu'on va tenir compte des différentes fragilités des différentes espèces? Parce qu'on se rabat aujourd'hui après l'interdiction du thon rouge, enfin de la réduction très forte de la consommation de thon rouge en Méditerranée parce que les stocks étaient en train de s'épuiser. On a tellement levé le pied qu'il semble que la ressource recommence à se reconstituer. C'est le tout début. Il ne faut surtout pas recommencer à consommer tout de suite. Il faut laisser le temps au stock de se reconstituer. Et on s'est rabattu donc sur le thon blanc, et c'est le thon blanc aujourd'hui qui commence à plier sous le poids de notre consommation. Donc là, on voit très clairement qu'il y a des enseignes très connues, hein, Sceaux Piquet, Petit Navire, pour ne pas les nommer, qui sont dans le rouge par rapport à ce genre de choses. Questionner en tant que consommateur, n'hésitez pas à questionner pour dire, dites donc quelles sont les techniques de pêche utilisées. On utilise les DPC, les dispositifs de concentration de poissons, qui sont les techniques qui sont redoutables sur l'environnement. En gros, on laisse des appâts flotter, on attend que les petits poissons viennent les manger, puis que les gros les mangent, et puis c'est souvent les thons qui mangent tout ça. Donc on sert tout ça dans un grand filet, et voilà, et on ramasse des thons au milieu de beaucoup d'autres populations, de mammifères marins, de poissons, qui sont des prises accessoires, qui n'ont pas grand intérêt, pas grande valeur commerciale. Donc c'est des techniques de pêche qui sont désastreuses pour l'état de la ressource, et il est là aussi important et urgent que les citoyens, quand ils veulent se nourrir de poissons, ici de thon par exemple, commencent à faire attention à ce qu'ils consomment. Je vous signale simplement que des campagnes équivalentes menées par l'association Greenpeace dans différentes régions du monde ont conduit à des résultats assez remarquables, comme quoi la pression citoyenne, ça marche. Des pays, des distributeurs qui s'engagent à interdire certains types de pêche, notamment par exemple. Donc le citoyen, là aussi, a tout pouvoir et doit agir absolument pour améliorer les choses. Alors l'agriculture, le mode de production agricole aujourd'hui réduit très sensiblement la diversité biologique. C'est une illustration assez schématique, mais qui montre bien sur un écosystème tel qu'on pouvait le trouver, je veux dire, il y a encore une cinquantaine d'années ou un siècle, avec une grande diversité animale et végétale, pour ne parler que de celle-ci. Les écosystèmes se simplifient, on va drainer les sols agricoles, on va arracher les haies, toutes sortes d'aménagements qui vont effectivement réduire les capacités pour de nombreux animaux de vivre dans cette région, dans cet endroit, et puis derrière qui vont du coup faire disparaître les prédateurs qui se nourrissaient de ces populations, et on a une érosion progressive très très forte effectivement des sols agricoles jusqu'à des grandes monocultures dans lesquelles eh bien, la diversité est littéralement effondrée. Ce sont des milieux qui sont presque stériles, enfin je force le trait, mais sur un plan de la biodiversité, on a stérilisé ces sols. Alors pas complètement bien évidemment, mais quand on regarde ce qu'était cette biodiversité dans ces sols auparavant, c'est un changement radical. Et puis, quand on perturbe ces écosystèmes, quand on déséquilibre ces écosystèmes, ça peut avoir des conséquences assez redoutables. Regardez plutôt cet exemple. Là, il s'agit d'un insecticide, le DDT. Vous avez entendu parler, je pense, du DDT. C'est un insecticide qui a été interdit dans les années 70 en Europe, qui reste dans certains cas utilisé dans certains types de pays. Le DDT est une substance, un pesticide organochloré parmi les plus dangereux parce qu'extrêmement stable dans l'environnement et puis qui a capacité à se concentrer le long des chaînes alimentaires. Mais tout ça, on ne le savait pas forcément quand on a commencé à l'utiliser. Et on y est allé très généreusement puisque dans les années 1960, sur l'île de Bornéo, dans le sud-est asiatique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est dit très judicieusement, eh bien, on a une maladie qui s'appelle le paludisme, qui est transmise par un moustique. Si on tue le moustique, on va arrêter le développement de la maladie. Donc, on avait découvert quelques années plus tôt cet insecticide de très large spectre, qui tue beaucoup de variétés d'insectes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une campagne de pulvérisation massive de DDT, et dans un premier temps, objectif recherché, objectif atteint, la population de moustiques s'effondre, et c'est le recul de la maladie. Alors là, on était dans les 30 glorieuses, hein, c'était le truc. On avait découvert les antibiotiques quelques années plus tôt, on allait marcher sur la Lune quelques années plus tard, c'était l'époque où l'humain pouvait tout. Hein. Et là, c'était génial, on allait se débarrasser définitivement des maladies à vecteurs parce qu'on était capable maintenant de tuer ces moustiques qui nous posaient tous ces problèmes de santé. Ça, c'était encore une vision très très simplifiée, c'est toujours ça le problème. Hein. Aussi, on a des visions très simplifiées d'un écosystème, on ne comprend pas tout, mais on fait sans avoir compris. Alors vous allez me dire, si on attendait d'avoir tout compris pour faire, ce serait compliqué, mais on peut déjà faire des fois avec plus de prudence. Là, on n'y est pas allé vraiment avec le dos de la cuillère, on y est allé très généreusement, et on a complètement perturbé l'écosystème. On a notamment tué une variété de guêpes dont tout le monde se foutait royalement. Hein. Sauf que ces guêpes se nourrissaient elles-mêmes de chenilles.
non détruites par l'insecticide, les chenilles se mettent à proliférer. Et ces chenilles, notamment, consommaient le chaume, la paille du toit des maisons. Total, le toit des maisons se cassait la figure. Il a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi le toit des maisons s'effritait comme ça, qu'est-ce qui se passait. Les chenilles proliféraient, mais pourquoi elles proliféraient? Oui, parce que l'insecte qui les mangeait habituellement avait disparu. Ah oui, d'accord. Déséquilibre de la chaîne alimentaire. Et puis, autre effet redoutable, c'est que les cadavres de moustiques se sont chargés en DDT. Intoxication le long de la chaîne alimentaire, avec augmentation des concentrations de ce toxique, mangé par des lézards. Les lézards s'empoisonnaient progressivement par le DDT en mangeant les moustiques chargés en DDT. Et puis les lézards eux-mêmes étaient consommés par des chats. Et quand les chats ont mangé trop de lézards qui avaient trop consommé de DDT, neurotoxiques puissants, les chats ont été décimés. Et quand les chats ne sont plus là, les souris dansent, voilà, oui, tout le monde la connaît celle-là, et les souris les rats se sont mis à proliférer. Or, les rats sont aussi des consommateurs de céréales. Et ils prélèvent une partie importante des céréales récoltées sur la planète. Et puis les rats, plus exactement la puce du rat, peut transmettre une maladie redoutable qu'on appelle la peste bubonique, qui a fait sa réapparition dans l'île. Voyez-vous comment, avec une très bonne idée à la base, on a provoqué une catastrophe. C'est un non-respect de la biodiversité, de cet équilibre, de cet écosystème dans lequel on est arrivé, je dirais, avec des gros sabots, en provoquant un véritable désastre. La stabilité d'un écosystème, c'est d'abord sa capacité, effectivement, à pouvoir se baser sur un équilibre complexe. Alors, il y a aussi, bien sûr, le cas des insectes pollinisateurs. Vous les connaissez, toutes ces petites bêtes qui vont aller butiner, récupérer le nectar, par exemple, des fleurs, et se barbouiller de pollen qui va permettre la reproduction des plantes. On en parle beaucoup pour les abeilles, et on dit clairement aujourd'hui, et les spécialistes disent, les 3/4 des cultures qui nourrissent l'humanité dépendent de ces insectes pollinisateurs. Alors, on parle beaucoup des abeilles domestiques, mais on pourrait parler des abeilles sauvages, on pourrait parler des papillons, on pourrait parler de beaucoup d'autres insectes. Mais c'est vrai que les abeilles font le gros du travail. S'il y a des apiculteurs dans la salle, ils pourraient en témoigner. Alors on a cette fameuse déclaration aussi qui disait « Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Plus d'abeilles, c'est plus de pollinisation, donc plus d'herbes, donc plus d'animaux qui s'en nourrissent, donc plus d'hommes. » On prête cette citation à Albert Einstein, pas sûr que ce soit lui, mais enfin bon, peu importe. Par contre, les Américains se sont amusés à un petit calcul. Qu'est-ce que représentait l'activité pollinisatrice des abeilles sur un plan de la production alimentaire mondiale? Impressionnant. 153 milliards d'euros. S'il fallait payer les abeilles, pour faire simple, ça nous coûterait 153 milliards d'euros. Ça fait cher. On aurait une taxe abeille, vous imaginez? Vous achetez des légumes, vous achetez des fruits, pas trop sur les céréales qui peuvent se polliniser sans ce genre de choses, mais bon, on paierait une taxe abeille, paf, 10%. Ça fait un peu cher quand même. Hein. Ça, c'est juste les abeilles. Parce qu'il n'y a pas qu'aux abeilles qu'on doit aussi notre production alimentaire. Il y a, par exemple, cette petite bête un peu curieuse que vous avez déjà croisée peut-être sur des petits chemins, ce que certains appellent des bousiers, plutôt un crache-sang, selon les spécialistes. Hein. Je ne suis pas un entomologiste spécialiste des insectes, néanmoins, voilà, vous savez, ces insectes qui sont dits aussi coprophages, mangeurs de caca. Le bousier consomme des bouses, en fait fractionne des bouses et va les utiliser, on va dire, et va permettre d'ailleurs à la bouse de devenir quelque chose qui va devenir un élément nutritif pour le sol. En fractionnant, ça fait partie des décomposeurs, ces petites bêtes qui vont permettre effectivement l'assimilation des matières organiques par le sol et puis la reconstitution des stocks d'éléments minéraux. Eh bien, il y a une histoire assez surprenante sur les bousiers, parce que les bousiers sont adaptés à l'animal le plus fréquemment présent sur un territoire. On a des bousiers adaptés à la bouse de vache. Et puis les Australiens ont importé en Australie du bétail européen. Mais les bousiers locaux, les bousiers australiens, pas du tout habitués à la bouse de vache, habitués plutôt à la crotte de kangourou, à ce genre de choses, vous savez, se sont retrouvés complètement démunis quand les bouses ont commencé à tomber. À la vitesse impressionnante de 450 millions de bouses de vache par jour. Gigantesque le cheptel australien, mais gigantesque le territoire australien aussi. Alors, c'est pas grave, on laisse la bouse de vache se décomposer, on va faire paître le bétail un peu plus loin, et puis on y revient l'année ou l'année suivante, etc. Le problème, c'est que sous le soleil australien, la bouse de vache qui n'était plus fractionnée, qui n'était plus déjà attaquée, elle commençait à sécher. Ça a été des infestations de mouches, et puis après, c'était une croûte bien dure qui empêchait l'herbe de pousser. On stérilisait petit à petit les sols sous la bouse de vache qui n'avait plus le temps de se décomposer.
Jusqu'au jour où les Australiens ont commencé à s'inquiéter, c'était dans les années 1950-60, où ils perdaient pratiquement 1 million d'hectares de prairies sous la bouse de vache chaque année. Là, ils étaient dans la difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont questionné. Dis donc, mais vous faites comment, vous, en Occident, en Europe, là, avec les bousses de vache? Vous en faites quoi? On les laisse se décomposer. Vous les laissez se décomposer, mais on fait pareil, mais ça ne marche pas. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, il ne manque pas des petites bêtes dans le sol qui pourraient être... On va avoir des spécialistes qui travaillent sur l'écologie d'une bouse de vache. Il y a des gens qui ont payé à rien foutre entre nous. Hein. Des gens qui travaillent sur... Mais c'est passionnant, une bouse de vache. C'est un écosystème à lui tout seul. Soulevez un jour avec un petit morceau de bois une croûte de bouse de vache et regardez tout ce qui vit là-dedans. C'est un HLM. C'est un restaurant. Ça copule dans tous les coins, c'est une nurserie. Il y a une vie microbienne là-dedans qui est fantastique. Dans un arbre mort en forêt, il y a plus de biodiversité que quand l'arbre il est debout. Il faut laisser des arbres morts aussi en forêt. Parce que c'est un endroit où, effectivement, certaines variétés, d'insectes notamment, ne peuvent ne vivre que là. Bon, ils ont dit, vous avez des insectes, des petites bêtes là, qui pourraient nous débarrasser de nos... Vous nous en prêteriez pas quelques-uns, des fois. 67, les bousiers européens, à grands frais d'ailleurs, ont été débarqués en Australie. Et ce sont des insectes coprophages, mangeurs de caca, qui ont sauvé un des secteurs économiques les plus puissants en Australie, le secteur de l'élevage. Belle leçon d'humilité. D'ailleurs, dans une petite ville du sud de l'Australie, il y a, paraît-il, je ne l'ai jamais vu, une statue de bousier qui fait pratiquement 7 mètres de haut. Les Australiens aux bousiers reconnaissants. Merci les bousiers. Quand vous croiserez un bousier la prochaine fois, remerciez-le. C'est grâce à eux aussi que les sols peuvent être productifs et qu'ils peuvent demain nous nourrir. D'ailleurs, les Américains s'étaient lancés aussi dans ce genre de calcul. Ils avaient calculé que les seuls bousiers aux seuls États-Unis rapportaient déjà 380 millions de dollars au secteur agricole. Et oui, s'il fallait payer en plus les bousiers, puis alors, ceux qui nous coûteraient le plus cher, les vers de terre. Parce que rien qu'eux, c'est déjà plus de la moitié de la biomasse animale mondiale, c'est énorme le poids des vers de terre. Sous un seul hectare de prairie, carré de 100 mètres de côté, vous avez déjà 1 à 2 tonnes de vers de terre. Vous imaginez en paquet, là, un gros tas, là. Quelle partouze là-dedans. Hein. 1 à 2 tonnes de vers de terre sous un seul hectare de prairie. C'est gigantesque. Cette activité du sol, elle est fantastique et elle permet simplement la production alimentaire, de façon très très simplifiée pour les activités humaines.